Quand on pense aux héros liés à la quête de la Toison d'Or, on pense à Jason qui a mené l'expédition. On pense aussi à Héraclès et à sa force littéralement surhumaine. On pense encore à Orphée et à son chant qui sait charmer même les bêtes les plus féroces. Pourtant, on oublie souvent qu'une femme a pris part à cette expédition et qu'elle est une héroïne à part entière dans la mythologie grecque. Atalante, la chasseresse qui préférait les jeux héroïques aux jeux amoureux. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Atalante ou l'héroïne chasseresse. Atalante est l'une des Argonautes, ce groupe de héros de la mythologie qui peuvent passer pour les Avengers des Grecs. Et Atalante est la seule femme du groupe. Dotée d'un caractère très vif, elle se laisse rarement marcher sur les pieds. Mais remontons le temps pour comprendre d'où elle vient. Selon le mythographe Apollodore, Atalante est la fille d'un certain Iassos, un roi d'Arcadie, une région centrale du Péloponnèse, et de Clymène, la fille d'un roi local. Apollodore rapporte lui-même une seconde version dans laquelle le père d'Atalante est Scéné, un roi de Béotie, un royaume plus au nord sur le continent. Tout dépend donc si l'on suit la tradition béotienne ou la tradition arcadienne. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il s'agisse de deux Atalantes différentes. Voici le premier récit sur Atalante. Son père, qui désirait des enfants mâles, l'exposa. Mais une ours vint régulièrement lui donner la mamelle, jusqu'au jour où des chasseurs la découvrirent et l'élevèrent parmi eux. Lorsqu'elle fut adulte, Atalante choisit de rester vierge. Elle passait son temps, toujours armée, à chasser dans les lieux sauvages. Les centaures Rhoikos et Ilaios, qui tentaient de la violer, périrent sous ses flèches. Apollodore nous rapporte ici les premiers traits de caractère d'Atalante. C'est une battante qui sait se défendre face à des monstres tout à fait atroces. Et l'auteur enchaîne immédiatement avec une mention de la chasse au sanglier de Calydon, avec, je cite, l'élite des héros. Cette chasse avait été demandée par le roi local Énée. Alors il s'agit d'Énée avec un E dans l'eau, pas Énée avec un E initial, qui est un prince troyen. Ce roi aurait oublié de rendre les honneurs à la déesse Artémis et aurait été puni en voyant ce sanglier détruire son royaume. D'ailleurs, les sangliers sont légion dans la mythologie. Dans cette même génération, on connaît la laie de Chromion, abattu par Thésée, et le sanglier d'Érymanthe, soumis par Héraclès lors d'un de ses travaux. Parmi les personnages les plus connus qui participent à cette chasse, on compte Admète, l'époux d'Alceste, Atalante bien sûr, Castor et Pollux, les jumeaux frères d'Hélène, Jason, qui conduit les Argonautes, Pélée, le père d'Achille, et même Thésée, le roi d'Athènes. C'est Ovide qui évoque le mieux l'histoire du sanglier de Calydon dans un développement autour de Méléagre. Laissons-le donc parler. Une agrafe polie mordait le haut de la robe d'Atalante. Sa chevelure sans ornement était rassemblée en un seul nœud. Suspendu à son épaule gauche, résonnait le carquois d'ivoire qui renfermait ses flèches, et sa main gauche tenait un arc. Telle était sa parure. Pour ses traits, on aurait pu dire avec vérité que c'étaient ceux d'une vierge chez un jeune homme, ceux d'un jeune homme chez une vierge. À peine le héros de Calydon l'eut-il aperçu qu'il la désira en dépit des dieux et qu'une flamme secrète envahit son cœur. Heureux, s'écrie-t-il, celui qu'elle daignera prendre pour époux. Les circonstances et l'honneur ne lui permettent pas d'en dire davantage. Il y a pour lui une plus grande entreprise, le grand combat qu'il appelle en toute hâte. Une épaisse forêt de gros arbres, qu'aucun siècle n'avait entamée, va en montant à partir de la plaine et domine l'étendue des campagnes. Quand les héros sont arrivés là, les uns tendent des filets, les autres découpent les chiens, d'autres suivent les foulées du sanglier, impatients de découvrir le monstre contre lequel ils risquent leur vie. Il y avait dans la forêt une vallée profonde où descendaient d'ordinaire les ruisseaux formés par les eaux de pluie. Dans la partie la plus basse du ravin croissaient le saule flexible, l'ulve légère, le jonc ami des marais, l'osier et l'amblecane sous les longs roseaux. C'est de ce lieu qu'on fait lever le sanglier. Aussitôt il se précipite au milieu de ses ennemis, comme la foudre jaillit des nuages qui s'entrechoquent. Dans sa course, il renverse les arbres et la forêt retentit, ébranlée. Les jeunes gens poussent des cris. Leurs mains robustes lui présentent des épieux dont le large fer étincelle.
Il se jette sur les chiens, disperse ceux qui l'opposent à sa fureur, et par des coups obliques, il met en déroute la meute aboyante. Ovide poursuit sa description de la chasse aux sangliers et revient sur Télamon, un des héros que relève Pélée. Et il enchaîne ensuite sur le rôle de la TGN, c'est-à-dire Atalante. La TGN pose une flèche rapide sur la corde de son arc, le courbe et tire. Le roseau pénétrant sous l'oreille de la bête ne fait qu'une légère blessure à la surface de son corps et en rougit les soies de quelques gouttes de sang. La jeune fille, cependant, se réjouit du succès de son coup et Méléagre encore davantage. Le premier, croit-on, il voit le sang qui coule. Le premier, il le montre à ses compagnons. « Tu as bien mérité, dit-il, le prix de la valeur. C'est toi qui l'auras. » Les jeunes hommes rougissent, ils s'excitent les uns les autres, s'encouragent à grands cris et lancent en désordre une grêle de traits qui se nuisent mutuellement et empêchent les coups de portée. Et plus loin encore, après que les héros ont envoyé de très nombreuses flèches sur l'animal, c'est Méléagre lui-même qui parvient à le toucher. De deux traits partis de sa main, l'un se plante tout droit dans le sol, l'autre au milieu du dos de la bête, sans perdre un moment, tandis que, transportée de fureur, elle tourne en cercle sur elle-même, tandis que l'écume de sa gueule frémissante se mêle à son sang de nouveau répandu, l'auteur de la blessure est là qui excite la colère de son ennemi, et qui, l'abordant de face, lui plonge dans l'épaule un épieu étincelant. Ses compagnons témoignent leur joie par des cris qui l'encouragent. Ils s'empressent de serrer dans leurs mains la main victorieuse, et ils contemplent avec admiration le monstre dont le corps abattu à terre couvre un espace énorme. Ils ne croient pas qu'il soit encore prudent d'y toucher, et tous cependant teignent leurs armes de son sang. Le vainqueur lui-même pose le pied sur cette tête funeste. « Ô Vierge du Nonacris, dit-il, accepte cette dépouille qui me revient, je veux que tu aies part à ma gloire. » Aussitôt, il lui donne la peau du sanglier hérissée de soie rigide et sa hure armée de défenses énormes. La jeune fille est charmée du présent et de celui qui le lui offre, mais elle excite la jalousie des autres et un murmure s'élève de toute la troupe. Parmi eux, les fils de Thestius, le bras tendu, s'écrient d'une voix terrible « Allons, femme, laisse là cette dépouille, n'usurpe pas un honneur qui nous est dû. » Prends garde que ta confiance dans ta beauté ne t'abuse et que le secours de ton généreux amant ne vienne à te manquer. Et ils enlèvent à la jeune fille le présent qu'elle a reçu, au vainqueur le droit d'en disposer. Le fils de Mars ne peut supporter cet affront. Gonflé de colère, grinçant des dents, il leur crie « Apprenez, ravisseurs de la gloire d'autrui, quelle distance il y a entre les menaces et l'exécution. » Et il plonge un fer criminel dans le cœur de Plexippe, qui était loin de s'y attendre. Toxé ne savait à quoi se résoudre. Il voulait venger son frère, et en même temps il redoutait d'avoir le même sort. Méléagre ne le laisse pas hésiter longtemps. Il réchauffe son arme, déjà chaude du premier meurtre, dans le sang du second frère. Et il est dit, notamment chez Hygin, que Méléagre et Atalante avaient vu pour enfant Parthénopée, bien que Méléagre ait été marié auparavant. Quant à la quête de la toison d'or, Atalante fait partie des Argonautes selon certains auteurs, notamment les mythographes. Mais elle disparaît presque entièrement du récit d'Apollonios de Rhodes, l'auteur de l'épopée Les Argonautiques, tout comme dans les Argonautiques orphiques. Nous laissons donc cette histoire pour un tout autre personnage. Cela dit, Atalante est connue pour être aussi une coureuse redoutable, en plus d'être une chasseresse hors pair. Ovide, plus loin dans ses métamorphoses, raconte l'histoire d'Adonis, un jeune homme aimé à la fois d'Aphrodite et de Perséphone. Au milieu de paroles de la déesse Vénus, l'auteur insère l'histoire d'Atalante. Voici le récit. Il y avait une femme, peut-être en as-tu entendu parler, qui surpassait à la course même les hommes agiles. Ce qu'on en rapporte n'est pas une fable. Il est exact qu'elle les surpassait tous. On aurait pu dire ce qu'on admirait le plus en elle, la vitesse de ses pieds ou le prestige de sa beauté. Un jour, qu'elle demandait à un oracle si elle devait prendre un époux, lui répond le dieu, non, Atalante, il ne t'en faut point. Fuis le commerce d'un époux, et pourtant tu n'y échapperas pas, et, sans cesser de vivre, tu cesseras d'être toi-même. Épouvantée par la réponse du dieu, la jeune fille s'en va vivre dans de sombres forêts. Aux instances des prétendants venus en foule, elle oppose farouchement une condition qui les met en fuite. « Pas un de vous, dit-elle, ne me possédera, à moins de m'avoir d'abord vaincu à la course. Luttez de vitesse avec moi.
Le plus agile recevra pour prix de sa victoire ma main et mon lit. Ceux que j'aurai devancés paieront de la vie leur défaite. Telle sera la loi du concours. Cette loi était barbare, mais elle n'empêcha point, si grande est la puissance de la beauté, qu'une foule de prétendants téméraires n'accourut s'y soumettre. Hippomène était venu s'asseoir parmi les spectateurs de cette lutte inégale. Est-il possible, disait-il, que l'on affronte un si grand péril pour conquérir une épouse ? Et il avait blâmé l'amour insensé de ces jeunes hommes. Mais il voit le visage d'Atalante et son corps dépouillé de ses voiles, un corps tel que le mien, tel que serait le tien si tu devenais femme. Aussitôt, il reste saisi et, levant les mains, « Pardonnez, s'écrie-t-il, vous que j'accusais tout à l'heure, je ne connaissais pas encore la récompense que vous vous disputiez. » À force de la vanter, il s'enflamme lui-même. Il souhaite qu'aucun des jeunes hommes ne devance Atalante à la course. La jalousie le lui fait craindre. « Mais pourquoi, dans cette lutte, dit-il, ne tenterais-je pas aussi la fortune ? La divinité elle-même favorise les audacieux. » Tandis qu'Hippomène se consulte, la Vierge vole d'un pas ailé. Quoiqu'elle franchisse l'espace devant les yeux du jeune Aonien avec autant de rapidité que la flèche du Scythe, il admire plus que jamais sa beauté, et en effet la course l'embellit encore. La brise emporte les liens de ses chevilles derrière ses pieds légers. On voit voltiger ses cheveux sur ses épaules d'ivoire et, sous ses jarrets, les bandelettes bordées d'une broderie qui orne ses genoux. La blancheur virginale de son corps s'était colorée d'incarnat, comme les blancheurs d'un atrium reflètent le vélum de pourpre qui les couvre. Pendant que l'étranger observe ce spectacle, la borne a été franchie à l'extrémité de la carrière. Atalante, victorieuse, reçoit sur son front la couronne des fêtes. Les vaincus poussent un gémissement et subissent la peine convenue. Cependant, sans être effrayé par leur triste sort, Hippomène s'est dressé au milieu de l'arène et, fixant ses regards sur la jeune fille, « Pourquoi, lui dit-il, cherches-tu un titre de gloire dans un facile triomphe sur de faibles adversaires ? C'est avec moi qu'il faut lutter. Si la fortune me donne l'avantage, tu n'auras pas à rougir d'être vaincu par un homme tel que moi. J'ai pour père Mégarée, fils d'Onchestus. Il a Neptune pour aïeul. Je suis l'arrière-petit-fils du roi des eaux, et ma valeur ne le cède pas à ma naissance. Si je suis vaincu, ta victoire sur Hippomène te vaudra une immense et immortelle renommée. » Tandis qu'il parle, la fille de Scéné jette sur lui un doux regard, et elle se demande si elle doit souhaiter la défaite ou la victoire. « Quel est donc le dieu ennemi de la beauté, dit-elle, qui veut perdre ce jeune homme et l'oblige, au péril de sa précieuse existence, à rechercher cette union ? À mes propres yeux, je ne vaux pas un tel prix. Ce n'est point sa beauté qui me touche, quoiqu'elle ait bien aussi de quoi me toucher, mais c'est encore un enfant. Ce n'est pas lui qui m'attendrit, mais son âge. Et puis il est brave, il ne craint pas la mort. Et puis il vient au 4e rang dans la lignée du souverain des mers. Et puis il m'aime, et il attache tant de prix au bonheur de m'épouser qu'il est prêt à périr, si une destinée implacable me refuse à ses vœux. Pendant qu'il est encore temps, étranger, fuis-moi, renonce à ma couche ensanglantée. Mon hymen est cruel, il n'y a point de femme qui ne consente à s'unir à toi. Tu peux plaire à une jeune fille qui saura t'apprécier. Mais pourquoi faut-il que tu m'intéresses quand j'en ai déjà fait tuer tant d'autres ? À lui de décider, qu'il périsse donc, puisque la mort de tant de prétendants ne lui a pas servi de leçon. Puisqu'il va jusqu'à faire fi de la vie, alors succombera-t-il pour avoir voulu vivre avec moi ? Une mort imméritée sera-t-elle le prix dont il paiera son amour ? Ma victoire attirera sur moi une haine intolérable. Mais la faute n'en est pas à moi. Que n'abandonnes-tu ta résolution ? Ou, puisque tu as perdu la raison, que n'es-tu plus agile ? Mais quel air virginal sur ce visage d'enfant ! Ah, malheureux Hippomène ! Pourquoi tes yeux m'ont-ils rencontré ? Tu méritais bien de vivre. Si j'étais plus heureuse, si les destins hostiles ne m'interdisaient le mariage, tu serais le seul avec qui je voudrais partager ma couche. » Elle dit, et naïve encore, blessée par le dieu du désir pour la première fois, ignorant ce qui lui arrive, elle aime sans se douter qu'elle aime. Déjà le peuple et les grands demandent les courses accoutumées. Lorsque le descendant de Neptune, Hippomène, m'invoque d'une voix inquiète. « Puisse la déesse de Cythère, je l'en conjure, m'assister dans mon entreprise et protéger la flamme qu'elle m'a mise au cœur. » La brise favorable porta jusqu'à moi cette touchante prière, et j'en fus ému, je l'avoue.
Mon secours ne se fit pas longtemps attendre. Il est un chant que les gens du pays appellent chant du Tamassus. C'est le plus riche territoire de l'île de Chypre. Leurs aïeux me l'ont consacré jadis et ont ajouté ce don aux propriétés de mes temples. Au milieu de ce domaine resplendit un arbre dont on entend crépiter la fauve chevelure, les fauves rameaux d'or. J'arrivais justement de ce lieu, tenant à la main 3 pommes d'or que j'y avais cueillies. Invisible pour tous, sauf pour Hippomène, je l'abordai et lui indiquai ce qu'il devait en faire. Les trompettes avaient donné le signal. Penchés en avant, les 2 adversaires s'élancent hors de la barrière et ils effleurent de leurs pas rapides la surface du sable. Il semble qu'ils pourraient raser à pied sec les flots de la mer et courir sans les courber sur les épis d'une blonde moisson. Le jeune homme est encouragé par des acclamations sympathiques. On lui crie « Voilà, voilà le moment de te presser. Vite, Hippomène, c'est le moment de donner tout ton effort. Ne perds pas un instant et tu seras vainqueur. » Peut-être n'est-ce pas le héros, fils de Mégarée, mais la fille de Scéné qui prend le plus plaisir à ses paroles. Oh, que de fois, pouvant passer la première, elle s'est attardée à regarder ce cher visage, et ne l'a quitté des yeux qu'à regret. Mais la fatigue commence à dessécher la bouche d'Hippomène, haletant, et la borne est encore loin. Alors, enfin, le descendant de Neptune lance un des 3 fruits de mon arbre. La jeune fille, surprise, attirée par la pomme brillante, se détourne au milieu de sa course et ramasse l'or qui roulait à terre. Hippomène la dépasse, les applaudissements font retentir l'enceinte du spectacle. Atalante, d'un bond rapide, regagne le temps qu'elle a perdu par cet arrêt et de nouveau laisse le jeune homme derrière elle. Retardée encore une fois par une seconde pomme lancée devant ses pas, elle le rejoint et le dépasse encore. Restait à franchir la dernière partie de la carrière. « Voilà le moment de m'assister » s'écrie-t-il. « Ô déesse à qui je dois ce présent !» Et sur un côté de l'arène, pour retarder d'autant le retour de son adversaire, il lance obliquement, avec toute la force de sa jeunesse, l'or étincelant. La jeune fille sembla se demander si elle irait la prendre. Je la forçai à la ramasser, j'ajoutai à son poids celui de la pomme dont elle s'était emparée, et je fis qu'elle eût à la fois contre elle sa charge et le temps perdu. Et enfin, pour que mon récit ne soit pas encore plus lent que sa course elle-même, la jeune fille fut distancée, le vainqueur épousa celle qui était le prix de la lutte. Selon les versions, c'est parfois le père d'Atalante lui-même qui réclame la course. Et quelques vers plus loin, Vénus reprend. Il est un temple que l'illustre Échion, pour acquitter un vœu, avait jadis élevé à la mer des dieux au fond d'une épaisse forêt. Un jour qu'ils passaient près de cet édifice, la fatigue d'une longue route les invita à se reposer. Là, Hippomène est pris d'un désir intempestif d'amoureux ébat que ma volonté avait allumé en lui. Près du temple, il y avait un réduit faiblement éclairé, semblable à une grotte et abrité sous une voûte naturelle de tuf. On le vénérait depuis des temps lointains comme un lieu sacré. Le prêtre y avait rassemblé de vieilles statues en bois représentant les dieux. Hippomène pénètre dans ce sanctuaire et le souille par une indigne profanation. Les saintes images détournèrent leurs regards. La mère des dieux, au front couronné de tours, se demanda si elle n'allait pas plonger les coupables dans l'eau du Styx. Il lui sembla que le châtiment serait encore trop léger. Alors leurs cous, si purs tout à l'heure, se couvrent d'une fauve crinière. Leurs doigts se courbent en forme de griffes, à leurs épaules naissent des pattes. Tout le poids de leur corps se porte sur leur poitrine. Il leur vient une queue qui balaie la surface du sable. Leur regard exprime la colère. Au lieu de paroles, ils profèrent des rugissements. Au lieu des salles d'un palais, ils habitent les forêts. Ils sont devenus des lions qui, redoutables pour tous, sauf pour Cybèle, pressent son frein entre leurs dents soumises. Évite-les, mon bien-aimé, comme toutes les espèces de bêtes sauvages qui, au lieu de tourner le dos pour s'enfuir, présentent leur poitrine pour combattre, crains que ton courage ne nous soit fatal à tous deux. Et c'est ainsi surtout que l'on comprend comment Cybèle, ou Rhéa, ou Ops chez les Romains, appelée ici la mère des dieux, réussit à dompter les 2 lions qui tirent son propre char. Et la dernière réflexion de Vénus est tout de même assez ironique, puisque Adonis lui-même va mourir de la défense d'un sanglier. Mais l'auteur Paléphate croit assez peu à cette histoire. Il considère que la métamorphose n'a pas eu lieu, et il avance cette histoire. D'ailleurs, dans cette version, Atalante est séduite non pas par Hippomène, mais par Milanion ou Mélanion. On prétend qu'Atalante fut métamorphosée en lionne et que Milanion fut changé en lion. Voici ce qui en est.
Atalante et Milanion chassaient ensemble. Milanion parvint à séduire Atalante et la fit entrer avec lui dans une grotte. Cette grotte était la retraite d'un lion et d'une lionne. Ces animaux, entendant la voix de leurs nouveaux hôtes, s'élancèrent sur eux et les dévorèrent. Quelque temps après, le lion et la lionne sortant de la grotte, les compagnons de chasse de Milanion crurent que c'étaient les deux amants qui avaient revêtu cette nouvelle forme. Et en rentrant dans la ville, ils répandirent le bruit que Milanion et Atalante avaient été transformés en lions. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Atalante, et dont la réussite dépasse de loin celle de certains hommes. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.